Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous. La loi des séries, chaque semaine, vous le savez, on passe en revue l'actualité de la fiction française. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un unitaire important qui va passer mercredi prochain sur France 2, le 22 novembre prochain. Un unitaire très attendu. Je suis né à 17 ans, d'après le roman de Thierry Beccaro, sorti en 2018. Un roman qui va vous faire, un livre que vous avez découvrir, si vous ne l'avez pas vu, vous allez découvrir cet animateur que vous connaissez, que vous aimez, sous un jour totalement différent. J'avoue modestement que je vous suis depuis de nombreuses années à la télé. Bonsoir Thierry Beccaro, déjà, pardonnez-moi. Bonsoir Alexandre, on a grandi ensemble. Alors. J'ai grandi avec vous, en voyant, j'avais de l'admiration pour l'animateur que vous êtes, et que vous êtes encore occasionnellement, et le comédien que vous êtes. En découvrant ce livre et ce film, je me suis mis à avoir de l'admiration pour l'homme. Pour ce parcours et la façon dont il le porte et qu'il l'amène aux autres. Et je suis ravi de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui parce que voilà, j'ai découvert quelqu'un, je savais qu'on allait vous recevoir, donc c'était un peu biaisé, mais je savais en ayant vu le film, en ayant lu le livre, que j'avais envie de vous rencontrer et de vous féliciter pour ce parcours en tout cas. C'est génial cette introduction parce que vous avez employé un mot, le mot porter. Voilà, c'est ce parcours que je porte parce que c'est vraiment... celles et ceux qui passent par le chemin de la maltraitance, ceux qui sont bousculés dans leur vie tout petits et encore aujourd'hui, voilà, il faut se dire que on porte quelque chose sur les épaules, une espèce de sac à dos qui est rempli de notre passé, de notre présent parfois un peu difficile, de l'avenir qu'on ne connaît pas toujours, et c'est un joli mot. Et quand vous me parlez du livre, et que je repense à tout ce que j'ai vécu, mais je me dis, mais c'est insensé, comment aurais-je pu deviner qu'un jour, j'écrirais un livre sur ce que j'ai vécu, que ce livre allait toucher autant de monde, allait ouvrir tant de portes pour celles et ceux qui n'osent pas parler, qui se croient seuls, et qui se disent, ah bah tiens, si lui qui s'est plutôt pas mal débrouillé et qui a fait un joli parcours, je crois, on peut le dire. S'il s'en est sorti, on peut peut-être y arriver, quoi. Et c'était ça le message de ce livre. Et de me dire qu'après l'écriture de ce livre, je me dis, bon, bah c'est bon, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me frotte les mains, et puis c'est comme si tout là-haut, on m'avait tapé sur l'épaule, et qu'on m'avait dit, non, c'est pas fini, ça n'est pas fini. C'est le début. Tu vas écrire un deuxième livre, Ma résilience à moi. Ah d'accord, ok. Et puis on va me retaper sur l'épaule, et là c'est un producteur qui va venir me chercher, qui m'a dit, j'ai pris une option sur les droits du livre, on va faire un film. Ah bon, oui, mais alors là, je suis pas sûr que... Ah oui, parce que là, c'est dans l'échéancier des peurs. Évidemment. Que je trimballe. Oui, on est d'accord. Devoir matérialiser ces peurs-là en images, c'est effectivement... Et je me suis dit, oh là là, mon Dieu. Et puis, je suis là aujourd'hui devant Julia, devant Alexandre. Et on est ravis vraiment parce qu'on a des tonnes de questions à vous poser. Évidemment, Julia Gabriellet est à mes côtés et je sais que ce genre de sujet, forcément, ça lui parle et ça l'intéresse. Évidemment. Et on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. On aime provoquer aussi ces rencontres-là dans l'émission. C'est une comédienne que l'on suit depuis quelques années maintenant. Vous l'avez vu dans Speakerine sur France Télévisions. Vous l'avez vu dans Romance, disponible maintenant sur Paramount+. Elle vient de nous présenter un court-métrage qui est proposé sur MyTF1 qui s'appelle Pardon. Justement, le pardon entre un fils et sa mère. On va en parler tout à l'heure. Anne-Sophie Soldeni sera notre invitée. Avant de se lancer directement dans ce sujet qui est important, on commence chaque émission, vous le savez, par une avant-première. C'est une série qui va arriver sur Arte. Ce sera le 28 décembre prochain. Judith Godrèche joue son propre rôle dans une fiction qui s'appelle Icon of French Cinema. Et elle parle aussi de cette époque-là, d'une époque où elle était jeune actrice et où elle a vécu des choses pas faciles du tout. Elle le joue avec beaucoup de second degré et en même temps beaucoup de gravité. 6 épisodes de 30 minutes sur Arte le 28 décembre prochain. Voici la petite bande-annonce de cette série. The French actress who left for Hollywood. On va bientôt vous voir à l'écran, Madame Godrèche. Ah, très bientôt. My only goal was to find the right part that would bring me back to France. Oui, bonjour, Judith Godrèche. Qui ça? Elle est moche en blonde, Juliette Binoche, hein? Permettez-moi de vous parler comme un père. Ah non, s'il vous plaît, non, pas ça. Alors, comme un frère?
Non, non plus, non. Alors je vais vous parler comme un demi-frère. Vous y arriverez. I believe that's the only way I could start over. Will you just end up sabotaging yourself again? Are you with me? Moi, je suis an icon of French cinema. À chaque fois que je pose des questions à maman à propos de ces films, elle a un trou noir. Judith, garde bien tes marques. T'as acheté une maison avec ton copain de 40 ans quand t'avais 15 ans. Tu me laisses même pas aller prendre un café avec Marc. If I am myself, it sucks. Mais tu manques encore tellement de confiance en toi. Permettez-moi de vous présenter votre nouveau réalisateur. Une petite fille prodige peut revenir chez elle avec panache. Si je meurs, mon testament est dans la bibliothèque, là où je range la bœuf. Judith Godrèche, vous êtes mon idole. Go le hamster, go! Voilà, Icon of French Cinema. Ce qui est très particulier, c'est qu'évidemment, elle joue son propre rôle. C'est des références à beaucoup de son passé. Elle joue avec sa propre fille, qui joue aussi une jeune étudiante en école de danse. Il y a des comédiens qui jouent ses parents, qui ne sont pas ses vrais parents. Enfin voilà, c'est la frontière assez floue entre le cinéma et la réalité, des choses, des influences qu'on reconnaît dans la télévision américaine. Il y a 6 épisodes de 30 minutes. Elle dit elle-même qu'elle a éventuellement imaginé une suite. Donc on verra si Arte lui donne. C'est elle qui réalise, C'est elle qui a réalisé aussi, Génial. exactement. Et Judith Godrèche écrit, réalise et joue dans cette série qui s'appelle Icon of French Cinema. Ouais, c'est une vision, c'est bien vu parce que c'est assez cruel du métier. C'est beaucoup de. Il faut beaucoup d'autodérision. Ouais, ouais, de résilience aussi. Oui, et puis c'est le mot de courage. Parce qu'il faut être honnête. Ouais, carrément. Voilà, totalement. C'est vrai que parfois, il m'est arrivé aussi oui, moi, ça me fait marrer. J'allais présenter un festival à Cannes, un festival performance. Et j'arrive pour répéter. Et là, il y a un grand mec, je le regarde du corps comme ça, qui pose sa main sur moi et dit « Pardon, vous allez où là, comme ça ?» Et ben je rentre, je vais dans la salle là, ouais. Non, c'est pas ça. Ah, c'est drôle. Non, mais, pardon, mais vous êtes. Et ça, j'adore. Ouais. Moi, je suis celui qui va présenter la soirée, quoi. C'est jouissif d'avoir l'occasion de dire ça, quand même. Donc, bon, mais voilà, ça arrive. Et il y a une chose que je fais toujours et qui fait sourire, c'est que je me présente. Moi, je trouve ça très élégant, ça. Oui. Et alors souvent on me dit non, mais bon, c'est bon. Si. Et moi j'ai été éduqué quand j'étais jeune animateur avec une femme qui me disait toujours quand vous écrivez un texte, vous dites Victor Hugo. Écrivain français, Victor Hugo, le général de Gaulle, président. Voilà. Toujours, on ne sait jamais. C'est la moindre des choses. Il n'y a pas que quand on fait des mauvaises imitations et qu'on veut être reconnu qu'il faut préciser de qui on est. Il faut le dire toujours parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut-être ne sait pas qui on est. Et alors comment vous vous présentez ? Qu'est-ce que vous dites exactement ? Moi je dis... Parce que c'est dense quand même. Je dis bonjour, Thierry Beccaro, voilà, comme ça. Et vous dites un métier, une activité en part. Sinon je sors mon passeport, et puis là voilà. Ok, donc vous dites bonjour Thierry Beccaro. Non, mais on ne fait pas comme si tout le monde vous connaissait. Il y a peut-être des gens qui... Et elle le fait, on le voit dans l'extrait. Judith Godrèche, ça va être super. Ça va être super, c'est le 28 décembre prochain sur Arte. On va revenir à ce film important. Je suis né à 17 ans. Je le disais quand on se parlait avant le début de l'émission, il y a l'imbrication entre vous, votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Elle est importante. On parle à la fois de votre parcours et de ce que vous avez vécu étant enfant. Et quand on lit le livre, il y a un élément déclencheur qui vous fait percuter un petit peu toutes ces choses-là qui se sont passées. Je crois que ça se passe autour de 1993. Et on va voir un petit teaser parce que moi, j'ai percuté à ce moment-là que l'homme que je voyais à la télévision, d'un seul coup, s'attaquait non seulement à du théâtre, mais à du théâtre dans une pièce monumentale, une institution du théâtre. Mais je crois que c'est à ce moment-là que vous avez percuté que des choses se passaient. Et je crois que cette scène de fin où on vous voit avec vous petit, c'est là que vous l'avez vu. Un petit extrait du teaser de Boing Boing. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je vais me marier. Non, si tu veux te marier, marie-toi, mais marie-toi comme moi. Mais comment ? Moi, j'ai 3 fiancés. Chérie ! Jacqueline ! Ah, que je suis contente de te voir. Ah, c'est vous, mademoiselle Judith. Chérie ? Chérie !
Retour aujourd'hui, 22h, GMT. Allez, bombe. Il doit bien y avoir un bon Dieu pour te sortir d'une situation pareille. Il est trop chaud. Quoi? Me revoilà ici pour la nuit. Bernard n'est pas là. Oh, pardon. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? On est en 93. Énorme. Ouais. Ah Boing, ouais. boing. Un grand souvenir. Ouais, c'est un grand souvenir parce que en fait, j'oublie d'écouter un message sur mon répondeur à l'époque. Et mon agent m'appelle et je dis oui, je te rappelle et tout. Non, mais est-ce que tu as vu que tu avais une audition pour Boing Boing? Là, ils reprennent la pièce. Ça s'était pas joué pendant un certain temps, mais là, ils la reprennent. Je dis oui, moi, je suis en train de tourner Motus, là, ça va être... Et là, on fait des trucs un peu insensés. J'ai dit, moi, je peux, mais en fin de journée. Alors, ok, en fin de journée. Et j'arrive au théâtre Michel. Et je mets mes mains dans mes poches, comme ça. Et je dis, purée, j'ai oublié mes clés. Mais j'ai laissé mes clés au studio, à la SFP. C'était c'est pas à côté. Pas à côté, quoi. Et donc, je suis très perturbé. Je vais passer une audition quand même, pour ce que vous venez de voir. Et je vois arriver Germaine Camoletti, qui est la directrice du théâtre, était la femme de Marc Camoletti, et qui me voit et qui me dit « Comment allez-vous » Elle avait un petit feu sur la langue. « Comment ça va? Merci d'être là. Comment ça va ?» Et là, j'ai fait ça. Ça va pas. Mais je suis embêté parce que Et je pense que là, déjà... Le personnage, il était là. Il y a le personnage. Je dis, bon, vous inquiétez pas, on va appeler la FFP, allez-y. Donc je rentre dans le théâtre, je monte sur scène et on auditionne les hôtesses. Le jeune premier, ça y est, il a été auditionné, c'est bon, c'est Antoine Hervez. Mais moi, je suis sur scène et je vois débouler 1, 2, 3, 4 hôtesses avec les scènes de baisers, etc. 5, 6. C'est complètement décondensé. Et puis à un moment donné, je me dis, mais je dois pas être convaincant parce que et puis Marc Camoletti en bas me dit vous avez encore un peu de temps? Je dis oui si vous voulez. Donc je vous dis je sers à auditionner les hôtesses, quoi. Voilà. Bon, plac. Et puis à la fin il y a plus personne, quoi. Je me retrouve tout seul sur scène, quoi. Donc cet accident vous a aidé au final, vous pensez, de ces clés, ça vous a mis dans un état. Et Marc Camoletti me dit ça vous plaît? Je dis écoutez, oui. Ça vous dirait de la jouer? Ouais. Bon, c'est bon. Vous avez un agent? Oui. Bon, on va l'appeler, etc. Ça a pris une demi-heure. Et c'était fait. Et j'ai vécu ma première grande aventure. Et là, on peut faire référence à cette fin du film où tout à coup, je découvre le théâtre professionnel dans une pièce qui est la plus jouée au monde, qui fait rire. Mais vous découvrez plus que ça, c'est-à-dire que, et vous le dites au début du livre, et vous le dites aussi dans le film, quand il y a cette très jolie scène dans votre loge avec le petit garçon, vous dites que vous comprenez à ce moment-là, quand il y a le succès de la pièce, que c'est quelque chose que normalement on est amené à partager avec les siens, et notamment avec ses parents, et que c'est là que les choses commencent à se mettre... à se compliquer. Oui, ça c'est vrai que je les ai pas beaucoup vus au théâtre. Ça m'a toujours... ça m'a un peu poursuivi, ça. Mais ce que j'ai surtout compris avec le théâtre, c'est que pendant un mois, ça a nourri mon ego, ça a nourri mon envie d'être connu, d'être reconnu. J'avais dit à une petite amie, tu verras, un jour, il y aura mon nom sur une affiche. Et c'est ça qui est important pour toutes celles et tous ceux qui vont arriver dans ce métier ou à la télévision. C'est que j'ai été nourri pendant un mois des applaudissements, de ce bonheur de faire des interviews, d'aller à la télé, etc. Mais Boing Boing, quand vous jouez ça 7 fois par semaine, au bout d'un mois, quand même, là, vous sentez un début de fatigue, quoi. C'est là que le boulot commence. Mais... C'est là que les choses vont s'inverser. Ça y est, ton ego... Ça y est, t'as reçu. T'as pris ce qu'elle va prendre. Maintenant, tu vas faire ça, mais tu vas le faire pour les autres. Mais est-ce que cet amour qu'on reçoit, ça guérit un petit peu, ou ce serait complètement naïf de... Non, faut le reconnaître, ça fait un bien fou, quoi.
Il n'y a pas d'audience le lendemain. Là, les audiences, elles sont là. Elles sont là sur l'instant, quoi. Sur un effet, sur une réplique, et à la fin, ces applaudissements, ces remerciements de toutes celles et tous ceux qui sont venus, dont certains sont pas toujours en forme et qui vous remercient parce que je l'ai entendu tellement. Les temps sont difficiles. Je vais à l'hôpital la semaine prochaine et vous m'avez redonné la pêche. On a tellement besoin de ça. Et tout à coup, on se dit, mais c'est ça notre métier. C'est ça. C'est pas de prendre. C'est de donner. Mais c'est pour ça, du coup, que vous vous êtes appliqué ce que je crois que vous appelez au début du livre votre règle du silence, parce que vous pensez que votre devoir, c'était de divertir. Mais vous pensez pas justement que aujourd'hui, en racontant votre vérité, vous faites autant de bien aux gens qu'en les amusant? Est-ce que les deux choses sont au final vraiment incompatibles? C'est une super question, Julia. Je n'avais pas relié ces deux points. Non, c'est vrai que je les avais dissociés. Je m'étais dit... le plus intéressant, ça sera derrière un micro, devant une caméra ou sur scène. Le reste, ça n'intéresse personne. C'est vrai qu'on m'avait proposé de venir raconter des petits bouts de vie dans différentes émissions qui étaient très très en vogue à l'époque, mais ça m'intéressait pas. Je me disais, je vais pas les galvauder mon histoire. Ouais. Là, j'ai eu mal ici, j'ai eu mal là. Alors, le jour où on m'a dit, Monique Cara, que j'embrasse très fort, ma première productrice de Matin Bonheur, m'a appelé à la maison et m'a dit je viens d'avoir une idée et j'ai quelqu'un que ça intéresserait aux éditions Plomb. Il faudrait que tu racontes ton histoire. Et alors là, j'ai failli tomber de ma chaise. J'ai dit, mais moi, je suis le mec le plus discret qu'on puisse rencontrer. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, l'image que j'ai de Thierry Beccaro, parce que souvent, quand on voit les animateurs à la télévision, on sent qu'il y en a qui sont très généreux, mais on sent qu'ils sont là aussi un peu tournés vers eux et tout. Et c'est vrai qu'on a toujours eu la sensation, pendant toutes les années où moi je vous ai vu à la télévision, certainement de l'un des animateurs les plus simples et les moins égocentriques du métier. Et c'est vrai que se raconter, c'est aussi partir du principe que ce qu'on a à dire est intéressant et va raconter quelque chose aux autres, et donc de faire preuve, au-delà du message très fort, d'un certain courage, mais aussi d'une certaine façon de se sentir tourné vers soi, ce qui a priori est à l'opposé de ce que Thierry Beccaro. Là, il a fallu que je fasse une entorse, mais j'ai accepté cette entorse. L'image est quand même assez intéressante, en espérant vraiment et en faisant confiance à ceux ou à celles comme vous, Julia, qui me disaient, tu vas voir, tu vas faire un bien fou à des tas de gens, je te le promets. Mon éditeur m'a dit ça 3 jours avant la sortie du livre. Il m'a dit, mais fais-moi confiance. Je crois que vous avez fait du bien toute votre carrière, et paradoxalement, vous n'avez jamais fait autant de bien, Thierry Beccaro, qu'en racontant votre histoire. Et je le pense sincèrement du fond de mon cœur, et on vous remercie. Merci, Julia, parce que c'est... Je me demande encore, comme au début de l'émission, quoi. Je dis, c'est comme un cadeau, et je dis souvent, voilà, vous en faites partie. C'est 17 ans d'amour que j'ai peut-être pas reçu, quoi. Tout à coup, quand le livre est sorti, ça a été. Je sais pas si j'ai donné des clés ou si j'ai ouvert des portes, mais il y a tellement de gens qui se sont engouffrés. Pourquoi se sont-ils engouffrés? Parce que, comme moi, les gens se croient seuls à vivre ce qu'ils vivent. C'est compliqué d'en parler. Il y a des femmes qui m'ont dit, j'ai enfin pu dire à mon mari que j'avais vécu, ou des hommes qui ont pu dire à leurs femmes qu'ils avaient connu certaines je reçois des témoignages. Le film est passé sur la RTBF, mais je reçois des témoignages. Il a été à Luchon aussi, je crois. Et il a été sélectionné à Luchon. Les gens me disent, c'est ma vie que vous racontez. Je dis, mais comment je peux imaginer que des gens vont avoir vécu la même... Alors, c'est pas forcément le même malheur, mais c'est souvent la même douleur. Et une reconnaissance de blessé, c'est animal. Ouais. Et hier, j'étais avec une jeune femme dans un entretien, et je lui ai dit, nous sommes frères et sœurs de larmes. C'est joli. C'est très joli. Parce que c'est...
voilà, mais c'est vrai que ça me touche d'avoir voulu tout le temps donner du plaisir en souriant. Et c'est vrai que c'était peut-être pas inutile que je donne du plaisir en racontant ma souffrance. Et on va voir tout à l'heure, parce que j'essaye toujours de comprendre un peu les parcours des uns et des autres, et c'est vrai que je pense que les choix qu'on fait ne sont jamais totalement innocents, et on va voir si dans vos choix de carrière il y a eu ces points de rendez-vous que vous êtes allés chercher, mais évidemment il faut quand même que les gens sachent ce que c'est que je suis né à 17 ans. La bande-annonce pour France Télévisions est très belle, on va la voir et on en reparle juste après de ce film, et on va après aussi essayer de revenir sur ces moments de rencontre au sein de votre parcours. Regardez. Quand je pense à mon père, je pense à ses mains. Une main de fer sans gants de velours sur une peau de chagrin. Il faut du temps pour guérir les blessures du passé. J'ai jamais eu confiance en moi. J'ai le trac dès que je rentre en scène. Voilà où ça mène. Les gifles et les coups. Bienvenue dans le malheur. Je crois qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Je suis né à 17 ans, l'adaptation inédite du roman de Thierry Beccaro. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ce programme est disponible en audio-description. C'est toujours prenant quand on revoit cette bande-annonce. Elle est à l'image du livre et elle est à l'image du film. Elle est d'une sobriété redoutable et en même temps l'essentiel est dit. Et je pense qu'on aurait pu se contenter même d'avoir le début où on vous entend avec ce très beau texte. Une main de fer sans gants de velours sur une peau de chagrin. Ouais. C'est l'une des plus belles taglines que j'ai entendues depuis longtemps. C'est bouleversant. Ce film parle évidemment du temps qui passe, du temps de la souffrance, du temps à se taire. Il y a un travail qui est fait sur le temps dans ce film qui m'a questionné. Les choix qui ont été faits, notamment au niveau du scénario, m'ont questionné. Pourquoi avoir contracté ou distendu la temporalité de votre vie? J'ai la sensation que c'est votre vie et en même temps, on a l'impression de vous avoir pris à une période un peu plus jeune. Je crois qu'il y a une dichotomie entre votre année de naissance et celle de votre personnage dans le film. Enfin voilà. Bien sûr, pourquoi parce que ces choix-là ? C'est une adaptation, on va dire, libre de ce livre. On ne peut pas tout raconter, tout ce que j'évoque dans le livre. Mais ce qui était intéressant de la part de Julien Seri et de Raphaël Cohen, le producteur et le réalisateur, c'est les flashbacks. C'est-à-dire que ce travail que j'ai effectué sur le divan nous permet de faire des sauts dans le temps. Tout à coup, quand j'évoque mes difficultés dans une voiture, quand j'évoque la spasmophilie, quand j'évoque cette soirée où je rentre à 5h du matin, et que c'est la première fois que je fais ça, où j'en parle sur le divan. Et avec la petite copine. Je vais me faire dévisser. Parce que c'est comme ça que le trauma fonctionne, en fait, de faire sans cesse des allers-retours. Donc finalement, la structure du film honore vraiment le fonctionnement même du traumatisme. C'est ça, c'est-à-dire que... et moi, pour revenir à l'analyse, puisqu'on parle du temps, c'est très long. Hein. Moi, j'en ai fait... ça a duré 10 ans et c'était des séances de 2 heures. Hein. Je peux vous dire que le temps, vous le voyez passer là. Puis parfois, c'est long. Mais c'est cette analyse qui m'a permis de retrouver tout ça, quoi. De pouvoir aujourd'hui exprimer tout ce que j'exprime dans le film. Mais est-ce qu'il y avait aussi une volonté peut-être de vous confronter à cette peur qu'on a quand on a reçu des coups étant enfant, de ce rapport avec ses propres enfants, parce que c'est pas faire offense que de dire que dans le film, je pense que le fils que vous avez est peut-être un peu plus jeune que ce qu'il est peut-être encore aujourd'hui. On voit, à un moment donné, vous jouez au basket, vous êtes enfant, on est en 85, vous êtes déjà à la télévision, donc il y a une espèce de travail sur le temps qui a été un petit peu contracté. J'ai senti en fait que cette peur de votre attitude entre vous et votre enfant, c'est quelque chose qui a dû vous porter pendant très très longtemps de reproduire ces gestes-là. Je me trompe peut-être ? J'ai envie de dire que, comme disait Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire. Hein. Ça, franchement, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on revisite le passé à travers Lucas, mon Lucas. J'ai un Lucas, et puis à travers le fait que j'ai joué au basket et que
comme beaucoup d'enfants qui ont reçu des coups de temps en temps, on enlevait le maillot, ou à l'époque, dans les années 70, à l'école, on allait à l'infirmerie, c'était peut-être le seul moyen qu'on soit repéré, qu'on se dise, tiens, on envoie des signaux. Qu'on voit des signaux. La seule chose qui est un petit peu plus, qui est vraiment dans l'adaptation, c'est que j'ai jamais eu vraiment d'œil au beurre noir. Ça, c'est parce que c'est ça l'erreur. Quand on parle de la violence et de la maltraitance, c'est de penser que c'est visible. C'est beaucoup plus insinueux. C'est de penser qu'on le voit. Voilà. Puisqu'on parle du silence, et on peut aussi parler de l'invisible. Hein. Donc le sourire. Moi, je peux sourire avec des marques dans le dos. Hein. Et puis une certaine dignité chez ses enfants et chez celui que j'étais, le petit Thierry. Parce que je vous raconte une anecdote. Je travaille le livre, je le travaille avec ma mère. J'ai besoin d'avoir des renseignements sur la hiérarchie des événements. Je lui dirai à la fin, tu sais, c'est un livre difficile, mais ça n'est pas un livre d'accusation. Ce n'est pas un livre à charge. Il n'y a jamais de jugement. Ce n'est pas un livre à charge. C'est ce qu'on s'en est un peu parlé. C'est du factuel. Ouais. Je dis voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Mais je dis mon père était aussi un mec formidable et c'était bien ça le drame, c'est que quand il était en pleine forme, c'était sympa et vous réveillez à 4h du matin pour voir un match de foot. Voilà, ça a été. Et puis il fallait pas le dire à maman parce qu'il y avait école le lendemain et tout, donc c'était. Et puis après, bim, ça pouvait retomber comme ça. C'était une épée de Damoclès qui se baladait au-dessus de ma tête. Donc je prépare le livre avec ma mère et je lui demande quelques photos. Et ma mère me donne des photos comme ça, puis je les ramène à la maison, puis je regarde comme ça, et je vois les photos, et il y avait ma femme à côté. Puis je lui dis, mais attends, mais t'as vu ça, regarde ça. Sur toutes les photos, je souris. Et je savais ce que je vivais, et elle m'a dit cette phrase merveilleuse, c'est parce que t'étais plus fort que ça. C'est parce que tu étais plus fort que ça. Wow. Et ben, ces petits-enfants, malheureusement, sauf ceux qui perdent la vie sur les coups d'un proche. C'est un tous les 3 jours, un enfant tous les 3 jours en 2023. Mais il faut leur dire qu'ils sont plus forts que ça. Ouais. Ils ont un sacré courage, quoi. Parce que il y en a beaucoup qui se promènent avec leur petit sac à dos sur les épaules et puis qui font bonne figure, comme j'ai pu le faire pendant toutes ces années à la télévision. Mais ce qui est bouleversant dans ce livre aussi, au-delà, parce que je fais des allers-retours entre le livre et le film, je suis obligé de les faire, mais moi j'ai fait attention un peu aussi à la façon dont vous parliez des gens. Vous parlez de mon père, parfois il y a papa. Par contre, vous parlez toujours de maman. Ouais. Et cet emploi des termes, je pense que... Alors, je ne sais pas s'il est conscient ou inconscient, mais c'est vrai qu'il y a des... On sent qu'il y a cette... c'est intéressant. Il y a cette relation compliquée. On sent que, même dans le film, on le voit très bien, on sent que ça a été compliqué pour vous, toujours, de se dire... Vous lui dites, vous lui reprochez dans le film, on le voit, de ne pas avoir su vous protéger, et en même temps, on sent que vous ne lui en voulez jamais. Il y a comment on appelle ça, il y a un distinguo à faire entre mon père et papa. Oui. C'est drôle. Papa, c'est quand ça va bien. C'est ça. Et puis mon père, c'est quand tout à coup il y a une espèce de distance. C'est presque plus lui en fait. C'est le personnage qui devient Mr. Hyde. Papa, c'est Dr. Jekyll. Et mon père, voilà, c'est comme si je m'adressais aux gens. Alors là, il y a du monde et je peux parler de mon père. Et puis, quand on est tout seul et qu'il n'y a plus personne et qu'il est gentil, c'est papa. Mais moi, j'ai fait des émissions à la radio et notamment une avec Flavie Flamand. Qui a une histoire de résilience, pour ceux qui ne le savent pas, de dingue aussi. Et je lui dis, on est frères et sœurs, là, c'est pareil. De larmes. De larmes. Et on a eu au téléphone des gens, des hommes et des femmes qui parlaient de leur géniteur. Il n'y avait pas le mot papa. Il n'y avait pas le mot papa, père ou. Il n'y avait pas le mot père. Et qu'est-ce qui fait que vous arrivez... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes face à nous et vous lui en voulez pas? Qu'est-ce que vous avez réussi à injecter dans... J'ai réussi, Julia, avec beaucoup de courage. C'est ça que je dis régulièrement à celles et à ceux que je rencontre à la sortie du théâtre ou dans les salons du livre. Il faut du courage. Parce qu'à un moment donné, votre femme,
vous le verrez dans le film. Magnifiquement interprété par Elsa Linguini. Les gens qui vous entourent, il faut pas leur demander de comprendre. De porter aussi. Ouais, de porter aussi, de comprendre pourquoi tout à coup vous n'avez pas le moral, pourquoi vous tombez dans un gouffre très 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 profond, pourquoi vous pouvez pas faire ci, pourquoi c'est pas possible de faire ça, pourquoi on peut pas prendre l'avion, pourquoi... À un moment donné, votre femme vous dit, bah écoute, il faut faire quelque chose. Il faut choisir la vie, quoi. Il faut voir quelqu'un, quoi. Et voir quelqu'un, c'était tout à coup, comme il me l'a dit, c'est avoir du courage, c'est de s'allonger, c'est de balayer la cave. Et pardonner. Balayer le grenier pour tout à coup comprendre, comme si on menait une enquête, comprendre pourquoi papa était comme ça, pourquoi maman était comme ça, et comment tout à coup on finit par reconstituer un puzzle. Et c'est ce puzzle, une fois qu'il est pratiquement reconstitué, qui vous permet de comprendre que tout n'est pas aussi blanc, tout n'est pas aussi noir, et que l'idéal, le mieux, c'est d'arriver à se libérer de l'aigreur, de l'amertume, de l'idée de revanche. Que vous ne le méritiez pas aussi, c'est important de comprendre ça. Ouais. Et donc, à un moment donné, faire le chemin pour arriver au pardon. Ce qui ne veut pas dire oublier, non. Mais me délester de tout ce que j'ai vécu pour pouvoir faire continuer le parcours qui est le mien aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que souvent les choix qu'on fait, même dans sa vie professionnelle, ne sont pas forcément dus au hasard. En tout cas, c'est peut-être l'inconscient qui parle. Vous disiez tout à l'heure, allez voir quelqu'un. Vous disiez, parler. On va voir une photo parce que au début de votre carrière, s'il y a bien une personne, une femme, qui a symbolisé cette écoute et cette parole, on va voir la photo apparaître à l'écran. Et je voudrais, parce que, voilà, c'est Macha Béranger. Ça, c'est important, ça. Macha Béranger, ça a été quelqu'un avec qui vous avez commencé votre carrière. Ouais. À quel point elle a joué un rôle dans cette histoire et dans ce début, peut-être, de processus de réflexion, ou pas d'ailleurs, sur votre parcours, pardon. Elle le sait, elle ne le sait pas forcément, je parle d'elle comme si elle était encore là, mais ça a été important. Macha, c'était un personnage. Ouais. C'était... Cette voix si identifiable. Oui, allô. C'était très très sévère, adorable, mais en même temps très exigeante. Et après avoir commencé au droit d'auteur, je notais des références de disques. Après, je suis devenu assistant d'une ou deux personnes, et notamment de Macha Béranger. Donc j'arrivais le soir, et Macha présentait une émission pour les sans-sommeil. Voilà, ceux qui dorment pas, ceux qui sont insomniaques, ceux qui sont tout seuls. Et pour sélectionner les appels, il y a un standard avec des téléphones. Il y en avait 5, je crois, 5, 6. Et j'arrivais vers minuit, et le téléphone sonnait. C'était une émission de nuit, il faut expliquer. Ouais. Oui, bonsoir, Macha Béranger avec vous jusqu'à 3h du matin. J'ai une voix aiguë à côté. Oui, c'est ça. Et donc, je décrochais et je notais les appels, les noms, la motivation de la personne, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Et puis, je proposais après à Macha qui choisissait. Et puis après, je rappelais la personne qui passait à l'antenne et tout. Mais ce qui était terrible, c'est que... Et je dis merci, Macha, c'est que entre minuit et 3h du matin, là... les gens se livrent. Hein, là, vous touchez vraiment la solitude. Là, vous touchez la détresse, vous touchez l'abandon, la maladie, le désarroi. Et donc, au fur et à mesure du temps qui passait, je me disais, mon Dieu, c'est incroyable. Parce qu'il y a des gens qui ont quand même 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus mal que moi. Et puis, ce qui était très étonnant, c'est que les appels les plus difficiles, évidemment, ils ne passaient pas à l'antenne. Évidemment. Mais c'est moi qui les récupérais. Oui, vous les entendiez quand même. Ouais. Donc l'émission se terminait et il y avait des personnes que je n'avais pas pu sélectionner. Hop, je décrochais le lendemain, clac. J'avais notamment une femme qui était incroyable, qui disait oui, bonsoir Thierry, c'est Geneviève. Bon, alors cette fois-ci, là, c'est décidé. Là, j'ai pris des cachets. Alors, je vous dis, si je ne parle pas à Macha, là, franchement, c'est la fin. C'est la fin.
Non, mais bon, Geneviève, d'abord répond, est-ce que ça va? Oui, bon, c'était où elle va. Et on parlait. Après, c'était, mais pourquoi est-ce que Macha, elle ne veut pas me prendre? C'est parce que je... Non, mais vous savez, c'est parce que... non, un troisième, si, vous savez, parce que j'ai été arrêté par la police, et puis j'avais rien fait, etc. Après, voilà, et tout à coup, ça m'a appris à écouter, quoi. Ça m'a appris à comprendre, ça m'a appris à me distancier un peu de ce que je vivais. Ouais. Alors il y a des soirs, je repartais dans les couloirs de la maison de la radio, j'étais défait, j'ai dit oh là là, Geneviève ne sera pas là demain, etc. Et le lendemain, clac, oui bonsoir Thierry, c'est Geneviève. Et c'était notre petite notre rendez-vous, quoi. Et c'est là que je me suis dit, il y a autre chose à faire que de se plaindre. En fait. Mais c'est ça qui est beau, c'est que vous avez bâti en même temps votre vie sur le silence, ce silence qui a pesé sur tout, et en même temps sur les mots, sur l'ouverture, sur une émission qui s'appelle Motus quand même, sur l'ouverture vers les autres. Vous n'êtes que mots. Alors que vous êtes bâti sur un silence qui aurait pu vous tuer. Et ce parallèle-là est sublime, et c'est un peu ce que tu on ne fera pas. Mais Julia, moi, je n'ai pas fait attention à tout ça, sauf le jour où je quitte France Télévisions et que le livre paraît. J'ai un ami qui me dit, on prend un café ensemble, et il me dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu as présenté pendant 29 ans un jeu qui s'appelle Motus? Non mais c'est fou. Ouais. La vie a beaucoup d'imagination. Et peu de temps après, Mélissa Theriot m'appelle pour un documentaire qu'elle va réaliser avec Karine Dufour sur la maltraitance. Et elle me demande si j'accepte d'être un des témoins avec 2 autres personnes et le juge Édouard Durand, juge pour enfants. Je lui dis oui, bien sûr. Et le documentaire s'appelle Bouche cousue. Alors là, la vie a beaucoup d'imagination. Mais là, je me suis dit, mais c'est dingue. Je dis à Mélissa, mais Motus et Bouche cousue. Et la boucle est bouclée. Évidemment, Motus, ce jeu a accompagné tout le monde. On va être obligé, malheureusement, d'avancer dans cette émission parce que on a préféré favoriser l'écoute de ce que nous raconte Thierry plutôt que de vous assommer d'images. Mais moi, il y a des moments où on va avoir une coupure de presse. Donc on va faire un petit saut dans le conducteur, mon cher ami Rob à la réalisation. Je suis trop bavard. Pas du tout, parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir, donc c'est pour ça qu'on a préféré ne pas interrompre. Une coupure de presse sur... Alors c'est au tout début, parce qu'on parlait de vos débuts d'animateur ou dans le milieu. Coupure de presse au début des années 80, je vais voir si ça vous parle. Rencontre avec une grande dame du cinéma, Marie, ça vous parle ou pas? Avec Daniel Darieux. C'est une série télé au début des années 80 dans laquelle vous avez un petit peu joué. Ça vous parle pas du tout? Je veux voir. Vous vous souvenez pas? Alors, on va avoir un programme télé 7 jours normalement. Tu vas voir, ça s'appelle Marie, mon petit Robinson. Alors, on n'a pas trouvé d'extrait. Tu l'as dans le conducteur normalement. Tu vas le voir, c'est le numéro 10. On a perdu Robinson. Non mais parce que ça y est, mais... Je sais que j'avais joué il y a très longtemps avec Marie-Christine. Voilà. C'est le programme télé. Est-ce que vous vous souvenez? Il y a Daniel Darieux, Maurice Biraud, Gérard Lartigot. Alors vous devez avoir un tout petit rôle peut-être dedans. On est au début des années 80, c'est un feuilleton en 6 épisodes. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou pas du tout? Non, ça me dit rien. Je vois des noms. Isabelle Spad, j'ai été au lycée avec elle. Incroyable. Voilà. J'étais au lycée avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Alain Fédot, magnifique, grand comédien. Bon, ça vous parle pas, non, tant pis, mais... Vous avez une très bonne vue, en tout cas. Oui, parce que c'est flou. Ouais, et quand c'est flou... Gérard Lartigot, et Daniel Darieux, évidemment. Alors là, c'était... Non, après, j'ai fait Ne m'attends pas, je vais à Rio avec Marie-Christine Barrault. Grande dame du cinéma, c'était pas mal non plus, hein, et c'était hyper sympa. Mais c'est vrai que là, ça me ramène à... Un jour, une amie me dit, parce que moi, je ne peux pas me le dire, mais elle me dit, mais est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as fait? Mais carrément. Et je crois que les gens s'en rendent pas compte, parce qu'on a le personnage public de télévision, mais quand on regarde la carrière d'acteur, elle est phénoménale, que ce soit au théâtre ou à la télévision. Ouais. Et de quoi on rêve après tout ça? Là, de quoi vous rêvez aujourd'hui? J'espère que
le film va ouvrir quelques portes. J'ai permis à certains je leur ai donné des clés pour qu'ils s'ouvrent des portes et qu'ils puissent aller mieux. J'aimerais bien que voilà, parce que moi j'ai très envie de tourner, de continuer, parce que je pense que je me débrouille plutôt pas mal comme comédien. Hein. Vous êtes pas trop mal. On est assez d'accord. On est assez d'accord. Ouais. Bon, levez la main ceux qui sont pas d'accord. Le piège. Moi j'ai grandi, je suis un enfant de la télé et j'ai grandi avec les émissions que vous avez fait et pas simplement Motus. Certaines des émissions que vous avez fait, moi c'est des émissions qui me donnaient envie d'être animateur quand je les voyais, parce que j'aimais ce qui régnait sur ces émissions-là. J'ai rêvé d'animer 40 degrés à l'ombre, que je trouvais tellement phénoménal, parce que ce parcours des plages à la rencontre des gens était génial. J'aurais adoré animer Matin Bonheur. Et je voudrais... on va voir apparaître une photo, je le dis pour mon cher Robinson, c'est la photo numéro 14, parce que ça a été quelqu'un qui a été important dans cette émission, et je voudrais savoir comment on vit Lionel Cassan. Ouais. Au début des années 2000, l'animateur vedette de Matin Bonheur, avec qui je crois que vous avez partagé l'émission. Oui. On apprend sa disparition. J'ai pas partagé les. Je crois que j'ai vu des photos de vous ensemble. Oui, mais parce que. Je crois que vous aviez. Parce qu'on s'entendait bien, mais il a pris la succession. Alors moi, j'ai commencé Matin Bonheur en 87. Ouais. 7 septembre 87 avec Alain Delon. Pas mal. En premier invité. Pas mal. Je dis pas, c'est ça pour vous mettre le pied à l'étrier. C'est pas aussi génial que Thierry Beccaro, mais c'est pas mal. C'est très bien. Ça c'est bien, il fallait le placer là, c'était bien. Je note. Et puis Lionel, il était auparavant, il était ce que j'ai fait très très peu de temps, mais je l'ai fait speakerin. Évidemment. Il annonçait les. Comme Olivier Mine. Comme Olivier Mine. Donc, comme quoi on peut s'en sortir. Hein, on en sort. Et Lionel a pris la succession de Matin Bonheur. Voilà. C'est bien, ça fait plaisir de le... Et il disparaît au début des années 2000, quand ce genre de parcours, évidemment, dans lesquels on peut se reconnaître, se projeter, quand on apprend qu'un jeune homme comme ça, qui était promis un grand avenir, s'est jamais remis de cette disparition de l'antenne, vous, en tant que personne qui avait traversé des moments difficiles, qui a peut-être trouvé dans la télévision une forme de... Ouais, mais moi, j'ai choisi de quitter l'antenne, moi. Ouais, bah oui. C'est ça la différence. Comment, mais quand ça arrive, comment vous le recevez? Comment vous le vivez, la disparition d'un animateur comme ça, jeune? Vous qui êtes au-delà de la connaissance, mais vous qui êtes pétri d'émotions, on le sent surtout. Ah bah oui, là, moi je connaissais pas la vie de Lionel, mais de tous les artistes, là, on voit Matthew Perry qui part. Il y en a beaucoup qui nous quittent. Je pense que il faut... Là aussi, il faut faire un petit distinguo entre ce qui se passe à l'antenne et puis ce que sont nos vies. Alors, on gère comme on peut nos vies entre ce qu'on vit à la maison et puis ce qu'on vit à la télévision. Et il faut essayer d'être à la hauteur de ces sujets. De bien comprendre que il ne faut pas se laisser emprisonner par cet univers, quoi. Que s'il n'y a pas autre chose à côté qui vous permet de rester les pieds sur terre. Moi, j'ai souvent dit que la télévision, c'était une espèce de givaro réducteur de tête. Ouais. Donc, et puis mon parcours personnel fait que c'est pas possible de... J'ai jamais été dupe. Je pense, hein, je l'espère, je me suis jamais pris pour un animateur. J'ai toujours eu cette volonté de dire les choses le plus sincèrement possible et éviter les bonjour, alors comment non. C'est très drôle parce que quand je parlais de vous dans un papier que j'ai écrit, je me disais, c'est marrant que vous le disiez vous aussi, j'ai jamais eu la sensation que Thierry Beccaro animait, j'ai toujours eu la sensation que Thierry Beccaro était. Je suis extrêmement d'accord. Juste lui. Ah, c'est sympa ça, ouais. Et vous le dites finalement, vous n'êtes jamais pris pour un animateur. Non. C'est pour ça que j'étais très heureux quand je présentais Motus ou Télématin ou 40 degrés à l'ombre. C'est-à-dire que pour moi, l'intérêt n'était pas la lumière, c'est ce qu'elle m'a dit un pote un jour, la lumière, c'est pas fait pour briller, c'est fait pour éclairer. C'est beau. Donc, moi, ce qui m'intéressait quand je présentais Motus, c'est que moi, je recevais des gens simples, des gens qui venaient de tous les endroits de la France, qui venaient
Puis ils venaient pas pour gagner des fortunes. Non. Ils venaient déjà parce qu'ils aimaient le jeu. Et parfois, c'est ce qui m'émouvait le plus, c'est que 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, par rapport à ce qu'on propose sur d'autres chaînes, c'était pas énorme. Non. Mais pour eux... C'était beaucoup. C'était une vie. Ils pouvaient se projeter sur 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et être serein pendant 6 mois. Ouais. C'était ça qui était intéressant. Et j'ai joué avec des Italiens, j'ai joué avec un Finlandais, j'ai joué avec un professeur de langage des signes, donc avec une ardoise, j'ai joué avec un aveugle, j'ai joué avec Nino, qui est un autiste de haut niveau. Et des gens qui étaient handicapés, s'il y avait quoi que ce soit, si vous ne pouvez pas mélanger, c'est votre partenaire qui mélangera, et je l'engueule s'il prend une boule noire. Et il fallait je voulais créer ça, je voulais qu'il y ait cette... par rapport à ce que j'ai vécu. Cette humanité. Oui, je crois. Et du lien entre les gens. Oui, et du lien. Et ces gens-là, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Je les retrouve aujourd'hui. Alors, ils m'engueulent parce que j'ai arrêté de faire de la télé. Mais je dis, regardez, là, on se voit en vrai, là. Et vous allez le voir en vrai, et vous allez le voir à la télé. À ne pas manquer. Je suis né à 17 ans. À lire et à regarder. Les deux. Parce que l'un est le prolongement de l'autre. Ouais. Vous verrez des choses qui sont incroyables et qu'on n'aurait pas pu imaginer étant vrai, tellement c'est puissant. Il nous reste quelques minutes, mais j'aime bien provoquer des rencontres dans cette émission, et on va accueillir une jeune actrice qui elle aussi s'est mise à la réalisation avec ce très beau mot pour le titre de son film, Pardon. On va d'abord vous présenter la bande-annonce de Romance. Si vous ne connaissez pas, cher Thierry Beccaro, c'est une magnifique mini-série disponible aujourd'hui sur Paramount+, après avoir été diffusée sur France Télévisions. Une histoire d'amour à travers le temps. Regardez, on est à Biarritz dans les années 60, ça s'appelle Romance. Biarritz, été 1960. Vous n'allez pas me croire, mais je viens du futur. Je ne comprenais pas comment tout ça était possible, mais si j'étais arrivé jusqu'ici, c'était forcément pour elle. Vous êtes trempé? Vous avez de quoi vous changer? Non, je suis arrivé au milieu de la nuit, là. Je suis sorti pour voir l'océan, et puis on m'a piqué ma voiture. J'habite juste sur les hauteurs, là. Vous venez à la maison? Ça fait longtemps que vous vous êtes rencontrés avec Alice? Ça fait déjà quelques mois qu'elle est dans la région. Je suis en train de tomber amoureux d'une femme que j'avais pas le droit d'aimer. On a toujours le droit d'aimer. Vous êtes la femme la plus mystérieuse que j'ai jamais rencontrée. Vous avez peur de quoi, là-bas? Je n'aime pas la façon dont vous me regardez. Je veux que vous partiez d'ici le plus vite possible. Laissez-moi vous aider. Vous pensez que vous pouvez changer son avenir? Oui. Pour aller où? Où elle veut. Tu sais, l'amour, c'est difficile à trouver. Et c'est encore plus difficile à perdre. Alice? Vous voulez quoi? Je veux comprendre pourquoi vous avez peur. Vous ne pouvez pas. Un jeune homme, en 2020, tombe dans un cabaret sur une photo d'une mystérieuse femme. Il tombe essentiellement amoureux de cette femme, et alors qu'il se met à chanter seul dans le cabaret, il se retrouve propulsé dans le temps, en 1960, à Biarritz, et il va retrouver cette femme qu'il va essayer, façon héroïne hitchcockienne, de la sauver. Et à l'intérieur de ce film, il y a un frère et une sœur qui sont dans une relation très particulière, on peut le dire, et c'est Anne-Sophie Soldeni qui est avec nous aujourd'hui, qui incarne cette sœur. Un mot, on le disait, cette série est disponible sur Paramount+. Ça reste un bon souvenir, ce tournage de... Ça reste un excellent souvenir quand même à beaucoup de niveaux, hein. Autant l'équipe était absolument extraordinaire globalement, hein, que ce soit les acteurs, Hervé Admar, le réalisateur, la production, les techniciens, et puis bon, on a tourné à Biarritz, on a tourné à Fréjus, on a tourné... C'était pas traumatisant, quoi. Non, c'était... Dans des belles maisons. C'était les lieux étaient magnifiques, c'est années 60, les décors, les costumes sont sublimes, enfin voilà, c'était vraiment la musique, on avait des petits concerts comme il y a des petites boîtes de CVC sur... Des petites boîtes de jazz ou des... Voilà, on avait les musiciens qui nous faisaient du direct pendant le tournage, enfin c'était vraiment... Pour le coup, on n'avait pas à se plaindre sur ce tournage. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te recevoir parce que je suis un peu évidemment ce que tu fais, et tu vas être la semaine prochaine dans le final de Master Crime sur TF1 aux côtés de Muriel Robin et Anne Lenaine, mais tu vas réaliser ton premier, enfin pas ton premier, on va voir ça, mais un film pour MyTF1. Ouais.
on va voir l'affiche apparaître à l'écran, ça s'appelle, diffusé sur MyTF1, qui s'appelle Pardon. Voilà, ce film-là. Comment tu peux nous en parler? Comment il est né, ce film? Alors c'est un premier cours de fiction en tout cas que j'ai autoproduit et enfin voilà, donc c'est une sacrée expérience. Il est né assez rapidement en fait. En toute honnêteté, j'ai d'abord écrit un autre court-métrage qui est un peu plus long. Ouais, et un peu plus ambitieux et du coup ça c'est une histoire un peu plus courte qui est née assez rapidement, que j'ai eu envie de raconter. Voilà, il dure 9 minutes exactement. Donc là, on l'a mis, il est diffusé donc sur MyTF1 dans le cadre du concours Imagine que TF1 organise pour la 2e année consécutive. Et comment il est né? Il est né de cette phrase que j'ai pas envie de citer parce que j'ai peur de me tromper d'un mot et j'aime pas citer, mais qui dit que grandir, c'est pardonner à ses parents. Je crois que c'est ça la phrase. C'est ça, parce qu'il y a des mots. Je crois grandir, c'est pardonner. C'est possible, là, vous pouvez m'embarquer sur un. Moi, j'ai dû grandir un peu quand même alors. Mais pas mal. Ah bah là, on est avec un très grand monsieur. Et je sais pas, c'est une phrase que j'ai lue quand j'étais adolescente et qui m'a toujours. Donc il y a très longtemps. Donc il y a très longtemps, il y a des années et des années. Non, mais bon, qui m'a quand même accompagnée pendant ces 10 dernières années dans mon chemin de passer du coup d'adolescente à jeune femme et que je trouve très très forte et très très vraie. Ah oui. Un très jeune homme qui doit dire pardon à sa maman, notamment dans le film, c'est un peu ça dont il est question, quoi. Et du coup, c'est ça, j'ai essayé de le romancer, m'éloigner un petit peu, peut-être, je sais pas si par pudeur ou par envie de découvrir d'autres relations, mais de creuser du coup plutôt une relation mère-fils, alors que je ne suis ni mère ni fils, mais pour moi, ça reste quand même une relation parentale, entre un enfant et un parent, et tout aussi fort, peu importe le sexe de l'un des deux, peu importe la mère ou le père, ou peu importe fils ou fille. Et donc ça parle de ça, de comment on grandit, comment on pardonne, pourquoi, et comment on se pardonne soi-même aussi en tant que parent des erreurs qu'on a pu faire avec les enfants. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est grandir ou c'est pardonner finalement? C'est indissociable. J'ai envie de. Ils vont se prendre par la main tous les deux, là, grandir et pardonner. Ouais. Oui, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est surtout pardonner pour se libérer de tout ce qui va vous empêcher d'avancer, quoi. Et si vous avancez, vous allez grandir. Et ça, faut la noter. Parce que je note. Je voulais te poser une question. 9 minutes, c'est ça? Oui. C'est un sacré challenge quand même, parce que pour un thème important, mais c'est ça qui m'intéresse. Comment on arrive à resserrer de façon à être le plus efficace possible. Eh ben, on essaye. Je sais pas si du coup, mais j'ai pris le parti du coup de lier 2 histoires, donc plusieurs points de vue, et en fait avec un événement qui va faire rencontrer ces 2 histoires. Qui se fait en parallèle. Un événement plutôt tragique. Un événement plutôt tragique, mais qui va du coup déclencher plusieurs belles choses, puisque plusieurs pardons. Mais... Alors ce travail, c'est vraiment un travail c'est l'art de synthétiser, quoi. C'est pour être le plus efficace possible. Parce qu'après, un long métrage, en fait, j'ai presque envie de dire, ça sera plus... Parce que tu feras un long métrage. Là, tu peux laisser libre cours à... Mais là, le vrai... C'est comme au théâtre, tu sais, on se sent prisonnier dans la mise en scène du metteur en scène, mais à l'intérieur de cette mise en scène, on a toute la liberté. C'est ça. Cher Thierry, si vous trouvez que 9 minutes, c'est court, on va voir une affiche, vous allez voir, parce que la demoiselle, les formats à court, on va regarder la prochaine affiche. Qui va apparaître à l'écran. Qu'est-ce que c'est? Oui. Je ne suis pas un jeu. Alors là, c'est 2 minutes 20. Pour moi, ça, c'est parce que j'ai Exactement. C'est parce que j'ai présenté. Vous pouvez pas rêver plus comme lien entre vous deux. Wow. On est sur du 2 minutes 20, c'est le Nikon Film Festival, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, 3 ans. 3 ans. Ouais. Alors là, comment on fait pour faire rentrer un propos en 2 minutes 20 pardon, parce que ça peut pas faire plus
c'est le principe du Nikon Film Festival. Hein. Oui, c'est le principe du Nikon Film Festival. Avec un thème imposé, pardon. Avec un thème imposé, et cette année, c'était le jeu. C'était le jeu. Et voilà. Et ben, ça n'a pas été facile. Et il y a plein de gens qui n'ont du coup pas compris le film. Parce que du coup, ça a été une telle synthèse que, comme je voulais aborder le sujet de l'addiction, mais sous forme de clip. C'est pour ça que je disais que, donc pardon, est mon premier cours de fiction, parce que là, on parle plus d'un clip quand même, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de tout ça, c'est vraiment très... Enfin, c'est de l'image, et avec une musique que j'adore, qui a été composée par Niad Ramangasalama, qui est absolument extraordinaire, qui a fait une musique vraiment, vraiment top. Mais voilà, du coup, c'est un défi pas toujours facile à... Il faut faire rentrer ses idées et ses envies dans des formats qui sont très très courts. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que c'est challengeant. Tout à l'heure, avec Thierry, on parlait évidemment de cette différence entre image publique, l'image qu'on a dans ses émissions, dans ses contenus. Et tout à l'heure, pardon, je vais le dire, mais j'ai trouvé que ça tellement joli quand on en a parlé tous les deux hors antenne. Tu me dis, dans les rôles que tu choisis ou que tu vas décider de prendre, tu dis, il y a des fois, j'ai envie de casser un peu l'image qui est la mienne, et t'as dit quelque chose de très joli. Je ne suis pas qu'une petite voix fluette qui est bonne à jouer les victimes. Non, mais ça se voit, je te rassure. Ça se voit. C'est le prochain long métrage. Avec un long titre. Je ne suis pas qu'une voix fluette. Mais c'est important, justement, quand on est une jeune comédienne et qu'on est au début de sa carrière, comme ça, de faire attention à ne pas se laisser enfermer dans quelque chose. Alors, je ne sais pas. Franchement, c'était un pari, entre guillemets, un peu risqué, dans le sens où j'ai eu cette peur, c'est vrai, du coup, de me laisser enfermer là-dedans. En même temps, je pense que il faut accepter aussi ce qu'on dégage, et puis en grandissant, j'ai travaillé ma voix, j'ai travaillé plein de choses où j'essaye aussi de contrer tout ça. Après, c'est là que c'est hyper compliqué et qu'il n'y a pas de règles, dans le sens où en même temps, il y a aussi des grands acteurs et des grandes actrices qui deviennent ce qu'elles sont parce qu'elles se laissent enfermer dans ça pour en arriver à un point et d'attendre, d'avoir quand même une certaine carrière avant de casser ça. Matthew McConaughey en est un très bon exemple. Par exemple. Voilà. Pas le pire des exemples. Oui. Non, ça va. Mais donc voilà, ça a été ça où je me dis des fois, c'est trouver aussi le bon moment pour se dire... Là, c'est le moment de casser l'image, et puis là, je prends un petit peu sur moi, parce que malgré tout, si c'est pour ça qu'on m'appelle, au moins... Tu le fais bien, et puis un jour... Voilà, c'est un peu cette espèce de dilemme entre... Si je me laisse trop longtemps enfermée, je pourrais plus jamais m'en sortir, mais en même temps, il faut que je me laisse un petit peu enfermée, parce que si c'est ce dans quoi on veut me voir aujourd'hui, c'est aussi ça qui va me permettre de faire ce que j'ai envie de faire plus tard. Il faut déjà avoir une image. C'est ça. Ah ça, on est bien d'accord. Et après... On réfléchira à pas se laisser enfermer dedans. Voilà. C'est le mot de la fin, plein de sagesse. Là-haut se titille. Alors je renvoie. J'ai plein d'infos à vous donner. On finit l'émission, mais j'ai plein d'infos à vous donner. Je renvoie donc à ce court-métrage qui est disponible sur MyTF1, qui s'appelle tout simplement Pardon, et qui, je trouve, vient ponctuer, vient terminer cette émission d'une très jolie façon. On vous mettra le lien pour aller voir ce court-métrage, parce que voilà, Anne-Sophie, c'est parmi ces talents qu'on aime suivre dans cette émission et qu'on continuera à suivre tout au long de ces années, parce qu'elle le mérite et qu'on aime ce qu'elle fait. Et puis le mercredi prochain, à 21h10, je suis né à 17 ans. AR, on l'a pas dit d'ailleurs, mais vous verrez que le titre aurait lui aussi pu être plus long, puisqu'il y a un petit bout de phrase qui vient avant, quand vous expliquez justement cette nuit fatidique du fusil de chasse. Le titre aurait pu être je suis mort cette nuit-là, mais je suis aussi né. C'est toute l'ambiguïté du titre. Je vais terminer avec une phrase, tiens, pour nous toutes et pour vous également, ou pour toi. C'est une phrase d'un Américain, d'un ancien esclave américain qui s'appelle Frederick Douglass. Il a été affranchi, il est devenu homme politique, et il a dit un jour: il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des hommes brisés. Voilà. Merci Thierry Beccaro, merci beaucoup. Je renvoie donc au livre et au film réalisé par Julien Seri. Je sais pas, pour l'occasion, je ne m'approprierai pas une des très belles phrases de ce film, parce qu'on a essayé de bien faire, mais l'une des très belles phrases de ce film que je retiens aussi: qu'est-ce que je peux faire d'autre que de ne pas mal faire? Alors c'était: qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que de rien faire de mal? C'est ça. Cette phrase-là,
m'a bouleversé quand je l'ai entendu, ce petit garçon dans son lit, avec l'ombre de son papa qui ouvre la porte derrière. On va découvrir un très grand film pour France Télé, avec un Julien Seri à contre-emploi, mais qui réussit magistralement à porter vos mots. Et Elsa Linguini, évidemment, et Jules Morlon, notamment, qui joue vous, adolescent, et tout ce casting absolument... Muriel Combeau. Voilà, Muriel Combeau, Moïse Santamaria. Oui. C'est beau cette phrase de ce petit garçon qui, petit, se concentrait à ne pas faire du mal, qui est devenu cet homme devant nous qui se concentre à faire du bien. Ah, Julia. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir, et je le disais tout à l'heure, on aimait l'animateur, maintenant on aime l'homme. Et je crois que c'est ça que nous apportera ce livre-là et cette expérience-là. Merci beaucoup Alexandre, merci. On a pris beaucoup de plaisir, et je remercie Emmanuel de France Télévisions qui nous a permis de faire cette émission. Merci à Robinson qui était aux manettes. Merci Anne-Sophie d'être venue nous présenter ce film, de provoquer ces rencontres dans cette émission, c'est ça qu'on aime aussi. Merci Julia. Avec plaisir. On se retrouve très très vite. Et merci Monsieur Beccaro, c'était un plaisir. À bientôt. À très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries, mercredi prochain, avec une émission finalement qui pourrait coller. Ça s'appelle sur une série qui s'appelle Tout va bien sur Disney+. Merci à tous. Bye bye.